Dans ce module de câblage d'une infrastructure liée à la partie télécommunication, vous allez apprendre quelles sont les différentes architectures permettant de mettre en place un réseau local et également les différentes contraintes à prendre en compte. Commençons par présenter les contraintes physiques. Lorsqu'on travaille dans un réseau longue distance de type téléphonie, ces contraintes physiques ont souvent été oubliées. En effet, le retard de propagation de l'ordre de 5 microsecondes par kilomètre lorsqu'on envoie du courant électrique dans du cuivre pouvait être négligeable compte tenu du débit très limité qu'on retrouvait au niveau des modems. Dans le cas d'un réseau local, ce retard de propagation est, lui, à prendre en compte, car en effet, nous allons avoir des distances raccourcies et les délais de propagation peuvent permettre de travailler en quasi-simultanéité avec les différentes machines. Il y aura également à prendre en compte des problèmes liés à la qualité du signal, comme les réflexions multiples ou les pertes joules, qui induiront des déformations, des réflexions également. Le problème est que sur ces réseaux locaux, nous allons travailler en mode bande de base, c'est-à-dire que le signal sera donc très sensible à ces types de bruit. Tout ceci nous amène donc à limiter la portée, mais il faudra aussi prendre en compte toutes les contraintes liées au partage du médium. Il faut, avant de construire un réseau, se poser la question de la topologie. Revenons en arrière, à l'époque des années 80. Quelles étaient les sources d'inspiration lorsqu'on vous demandait de créer un réseau local? Eh bien, on pouvait s'inspirer soit du téléphone, qui proposait un réseau en étoile autour de ce qu'on appelle un PABX, c'est-à-dire un autocommutateur, qui permettait de relier les postes aux centrales téléphoniques, ou les circuits de type télévision. Dans ce cas-là, vous aviez une antenne, et vous avez toujours une antenne, qui va être branchée avec des amplificateurs pour redescendre sur des prises de type télé via un câble coaxial permettant de brancher les différents équipements dans des appartements. On retrouve en dessous de chaque colonne des amplificateurs et également des systèmes de splitters permettant de répartir le signal. Eh bien, ces deux topologies ont été réutilisées pour les réseaux locaux. Tout d'abord, la topologie en bus est la première qui a été réutilisée et s'inspire directement du réseau télé. Ce bus simple, éventuellement avec des répéteurs, permet de structurer un réseau Ethernet, un petit peu comme s'il s'agissait du réseau de télévision. Vous avez un backbone, c'est-à-dire une épine dorsale, sur laquelle on va rebrancher avec des répéteurs les différents brins qui permettront de desservir le réseau capillaire. Le problème de ce type de bus est que les machines qui sont branchées sur ce câble coaxial vont directement être liées à ce câble et donc que le trajet du câble va conditionner l'emplacement des postes de travail. Ça, c'est donc une première contrainte. Une autre idée, qui date aussi des années 80, est la topologie en anneaux. C'est-à-dire, en quelque sorte, tous les ordinateurs vont se donner la main, ou plutôt vont émettre des données à destination du suivant et vont se répéter les messages. De ce fait, on pourrait pratiquement s'affranchir des contraintes de distance puisque les machines ne seraient pas séparées par des distances trop grandes. Notons également que si on peut faire un anneau double, c'est-à-dire avec un circuit qui va dans un sens et dans l'autre sens, donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par exemple, eh bien cela permet d'avoir une architecture qui peut être résistante en cas de coupure, puisque on pourra toujours passer dans un sens ou bien dans l'autre. Quels sont les supports? Dans le cas du réseau Ethernet, le premier support était du cuivre avec un câble coaxial. On a donc à l'intérieur une âme en cuivre, puis un isolant diélectrique et ensuite une gaine qui apportera une rigidité suffisante à l'ensemble. Ces câbles coaxiaux permettaient d'avoir donc une desserte. Il fallait des prises passives pour aller piquer, grâce à une aiguille, un petit peu de lame pour aller extraire un peu de signal. Toutefois, cela n'est pas très portable. Donc en fait, ni très transportable. En fait, l'inspiration du réseau téléphonique a très vite émergé avec l'organisation de commutateurs permettant de relier des prises grâce à des paires torsadées qui peuvent être non blindées, écrantées lorsque chaque paire est isolée ou blindées lorsque l'ensemble des paires est entouré avec cette fois-ci un blindage mis à la masse. On va donc pouvoir se relier directement à un commutateur. Les fibres optiques, multimode à gradient d'indice ou beaucoup plus récemment monomode qui sont beaucoup plus performantes, permettent
de s'affranchir des contraintes de distance puisque la lumière ne souffre pas des mêmes problèmes d'atténuation que l'électricité dans le cuivre. Enfin, on peut aussi utiliser les réseaux radio avec des ondes, par exemple comme le réseau Wi-Fi, et là, on va encore recourir à des techniques de modulation. Dans le cas d'un réseau local, la transmission s'effectue en mode synchrone, c'est-à-dire qu'on va échanger des chaînes de caractères. Majoritairement, pour les réseaux filaires, on va utiliser du transmission en codage bande de base. Et donc, puisqu'on travaille en mode synchrone, on utilisera très naturellement du codage Manchester qui est le plus répandu. On peut également enrichir le codage Manchester avec des délimiteurs J et K, par exemple pour l'anneau à jetons d'IBM, qui permet de gagner un peu de temps au niveau du codage et de la gestion de la synchronisation. Enfin, on a pu aussi définir des stratégies de codage par bloc, 4 bits sur 5 bits, par exemple pour le réseau FDDI, qui permettent d'avoir une certaine redondance en définissant dans des tables les codes des X bits de données codés sur Y bits de signaux. Outre les supports de communication et les codages utilisés, les différents réseaux locaux se caractérisent aussi par les prises qui sont nécessaires. On va trouver deux familles de prises, les prises actives et les prises passives. Les prises actives supposent qu'une machine reçoive des données, les modifie éventuellement au vol et les réémette. Ceci permet de s'affranchir des contraintes liées à l'atténuation du signal, et c'est donc utilisé en général sur des anneaux, avec un retard généralement d'1 bit, mais souvent 1 à 2 octets. Mais par contre, comment faire quand on utilise des prises actives et qu'on ne trouve pas de machine branchée? Eh bien, tout simplement, on va utiliser encore une fois des bobines à point milieu, des bobines qui vont permettre de régénérer le signal lorsque la machine n'est plus branchée. C'est-à-dire que dans le circuit de réception de la prise, on va trouver ces bobines qui permettront de régénérer le signal qui partira alors du côté émission de la prise. Dans ce cas, bien évidemment, la bobine ne permettra pas de modifier au vol la donnée. Les prises passives, quant à elles, sont utilisées plus classiquement dans les réseaux de type Ethernet. On trouve de l'électronique au niveau du coupleur, mais les prises passives vont consister à aller prendre du signal sur le support, et donc on va trouver soit des prises de type T, soit des prises vampires. Zoomons sur ces prises passives. La difficulté qui existe pour le réseau Ethernet avec du câble coaxial est d'aller piquer dans l'âme du câble pour aller récupérer un peu de signal, comme vous le voyez sur la figure droite. Le problème, c'est que lorsqu'on met ces prises vampires, il faut aller piquer exactement jusqu'à l'âme, ne pas aller trop loin et ne pas s'arrêter avant. Il faut également que l'aiguille soit bien maintenue de manière à ne pas déchirer le câble. Donc en fait, on peut mettre des dispositifs mécaniques pour verrouiller de fait la prise qui va se trouver autour du câble et bloquer complètement la chose. Une autre solution qui a été mise en place consiste non plus à piquer le câble au travers de la gaine, mais à couper le câble pour pouvoir installer aux extrémités des aiguilles qui sont centrées, donc qui vont aller directement au niveau du cuivre, et un T qui va permettre de construire de manière soudée une dérivation pour être placée ensuite directement sur la carte réseau. Vous voyez donc qu'ici, on a une solution avec quelques centimètres entre le câble et le coupleur avec son électronique. Il ne demeure pas moins que le câble coaxial suppose des liaisons de poste à poste et avec éventuellement que des prises passives ou éventuellement des prises actives pour le réseau Token Ring. Le problème, c'est que tout cela n'est pas forcément très flexible et ne permet pas de déplacer des machines. Alors, pour faciliter ceci, on utilise maintenant une architecture de type réseau téléphonique avec des pertes torsadées qui vont permettre de brancher les machines sur une prise dans un bureau, par exemple. Ensuite, on aura le câble qui va partir jusqu'à un local technique et on sera ensuite branché sur un équipement actif, historiquement des hubs, c'est-à-dire le hub fait une architecture de type bus de fond de panier, donc on se branche directement, simplement on raccourcit un petit peu la distance entre les machines quelque part, ou des commutateurs qui vont permettre de commuter, c'est-à-dire de faire passer le trafic d'un poste A vers un poste B directement. Il faut noter que
Pour ce qui concerne le câblage, on aura une portée maximum de 100 mètres, tout compris, c'est-à-dire incluant la rallonge qui va du poste de travail jusqu'à la prise et ensuite tout ce qui se passe jusqu'à l'équipement actif. De manière pratique, on prévoira plutôt un rayon de 70 à 80 mètres autour du local technique pour prendre en compte non seulement les rallonges nécessaires, mais également les hauteurs sous plafond qui permettront de placer les câbles d'une manière à ce qu'on ne se prenne pas les pieds dedans. Pour ce qui concerne le câblage, le coût est relativement élevé puisque la pose d'une prise dite courant faible pour supporter la voix ou les données est de l'ordre de 150, 300 plus classiquement, voire beaucoup plus si on est dans des bâtiments historiques. Il faut prévoir 2 à 3 prises RJ45 par personne pour permettre de raccorder un téléphone pour de la voix et un ou deux ordinateurs pour les données. On prévoira également 3 prises électriques. Et il faut aussi noter que lorsqu'on va préparer le câblage, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 équipements en cascade sans qu'on change de classe de débit. En effet, le trafic va souvent des postes de travail vers les serveurs et si on monte trop d'équipements en cascade, eh bien de fait, on aura une concentration du trafic sur le lien qui va lier un équipement à un autre équipement.